ma pratique a consisté à rester toujours dans le champ des possibles du droit. Mais quand je dis le droit, je dis tout le droit, c'est-à-dire toutes les ressources du Code de procédure civile spécialement, la possibilité de décider tout seul quand on est juge d'enquête, de comparution des parties, de rechercher des conciliations, de se transporter sur les lieux. Donc toutes ces dispositifs, je les ai toujours utilisés jusqu'au bout, y compris jusqu'à la Cour d'appel de Paris ou celle de Versailles que j'ai faite avant. Ensuite, quand je dis le droit, je dis le droit européen. C'est-à-dire se poser sans arrêt le questionnement, est-ce que c'est conforme ou pas conforme à la CEDH? Est-ce qu'il n'y a pas une question préjudicielle à poser à la Cour de justice de l'Union européenne? Ça ne m'est jamais arrivé, mais la question s'est parfois posée quand même, au moins dans les débats dans ma tête. Donc dans ce pouvoir d'initiative du juge, j'ai bien sûr toujours respecté le contradictoire, mais je suis allée jusqu'au bout, ce qui prend beaucoup de temps. Je dirais un peu plus tard que c'est du temps très utile. C'est du temps de justice très utile. Alors sur quoi je me suis appuyée? Eh bien, tout d'abord, sur le principe d'indépendance des juges, qui veut dire la liberté du juge. Et si la femme, elle peut garder, ou l'homme, sa liberté dans son fort intérieur, le juge n'a pas le droit. Et il doit, c'est son devoir, d'aller jusqu'au bout de sa liberté, d'appliquer le droit à la situation qui lui est posée. Et donc j'ai utilisé à fond tout ce que l'indépendance me rendait impératif, éventuellement en usant même de l'indépendance qu'on ne voulait pas me concéder, mais qui me paraissait être une exigence vis-à-vis des justiciables et de la justice dont j'avais la charge de la rendre la plus équitable possible. La partialité, alors très souvent on voit le mot impartialité comme neutre, le juge muet, le sphinx, mais non, c'est pas ça. L'impartialité, c'est donner à chacun sa part. Et comme dans de très très nombreux litiges, il y a une asymétrie entre les parties, le rôle du juge, c'est de rétablir l'équilibre pour que les armes soient égales devant lui, et notamment les différents moyens que j'ai évoqués, le transport sur les lieux, l'audition des parties, etc., sont des moyens où la nécessité, dans certains cas, de dire, lorsque la personne ne comparaît pas, puisqu'il arrive assez souvent que les défendeurs ne comparaissent pas, et souvent dans des dossiers où ils sont vulnérables. Prendre l'exemple des expulsions locatives, la plupart des défendeurs, la majorité des défendeurs, alors que leur toit, leur logement est en jeu, ne se présentent pas. Donc, on a des moyens pour faire venir les gens, non pas par la force, mais en écrivant. Le Code de procédure civile le prévoit, écrire. Bon. Et souvent, ça m'est arrivé d'écrire aux parties, et une lettre du juge, c'est quelquefois beaucoup plus efficace qu'une assignation d'huissier. Bon. Je ne peux pas dire le taux de réussite, mais souvent, très très souvent, c'est efficace. Et j'avais mis au point, quand je présidais le tribunal de Limoges, que le greffe, systématiquement dans tous les dossiers, devant le tribunal de grande instance, quand le défendeur n'avait pas comparu, c'est-à-dire qu'il n'avait pas constitué avocat, au moins dans les procédures où c'est obligatoire, une lettre soit envoyée. Et dans un premier temps, les avocats ont dit « mais ça retarde, parce que c'est tellement facile d'avoir un jugement rapide, réputé contradictoire, si la personne a bien été touchée par l'assignation, c'est facile, mais c'est pas juste. » Et je crois que j'ai fait chuter pratiquement à presque rien
les procédures de la sorte, hein, où le défendeur n'était pas là. C'était Limoges, c'était la Haute-Vienne, hein, mais j'avais mis déjà cette façon de voir quand j'étais à la Cour d'appel de Bordeaux, où je traitais surtout du contentieux familial, et là aussi on s'était mis à écrire pour que je n'aimais pas divorcer des gens qui n'étaient pas devant moi, quoi, ou décider du sort des enfants sans que toutes les parties soient présentes. Donc il faut utiliser tous les moyens pour assurer ce contradictoire et être impartial. Parce qu'être impartial, c'est avoir la capacité d'être touché par toutes les réalités, celles du demandeur comme celles du défendeur. Autre chose qui m'a animée, c'est le rôle social de la justice. Maintenant, de nombreux philosophes, François Host et bien d'autres, mettent l'accent là-dessus. Quelqu'un comme Paul Martens, qui a présidé pendant de longues années la Cour constitutionnelle de Belgique, a écrit aussi de très beaux textes là-dessus. Et un juge ne peut pas, il doit être distant vis-à-vis du contentieux, mais pas distant vis-à-vis de la réalité sociale. Et si on juge sans se préoccuper de ce rôle-là, on juge hors sol. Et le juge ne peut pas être hors sol. Et c'est pas, c'est pas révolutionnaire, parce que quand on voit la jurisprudence de la Cour de cassation à la fin du siècle, du 19e siècle, qui a su adapter à partir d'un petit mot de l'article 1384 du Code civil, qui a su adapter sa jurisprudence pour protéger les victimes des explosions dues à certains types de machines, etc. On voit bien que ce souci, même s'il n'était pas exprimé de façon claire et nette, il était dans la tête des juges. Bien sûr, l'humanisme, l'humanité, l'humanisme judiciaire, alors là, on peut faire remonter avant la Révolution, ça a toujours existé, au moins chez certains acteurs du monde judiciaire. Comme vous savez peut-être, j'ai créé les entretiens d'Aguesseau, puisque d'Aguesseau était né à Limoges, et c'était quand même un personnage qui a eu un parcours et une réflexion qui, par certains côtés, nous interpelle toujours. Donc cet humanisme, il est très ancien. Donc tout ceci, c'est très important de le mettre en avant et dans cette pratique. Car il faut souligner que qu'est-ce qu'un jugement? C'est certes une action publique, incontestablement, mais c'est une action publique qui s'applique aux particuliers. Donc si on se désengage du particulier et du cas d'espèce, on ne rend pas la justice. Alors pourquoi peut-être que je n'ai pas toujours essaimé, que je n'ai pas toujours fait école. Parfois je l'ai fait. Car il ne faut pas oublier que le juge, sauf s'il se replie complètement, mais c'est impossible, on est toujours un jour ou l'autre en collégialité, ou même un juge unique, il est bien rare qu'il ne soit pas un jour ou l'autre associé à une décision collégiale, donc on discute, on n'est pas isolé, hein, ou alors c'est qu'on se renferme complètement, mais il y a aussi d'autres moyens. Actuellement, on a beaucoup de listes de discussion, qui soient soit des listes généralistes, soit des listes spécialisées, listes de discussion du civil, des juges des enfants, des juges d'instruction, des parquetiers, enfin, etc. Donc, il y a, grâce aux moyens modernes aussi, des moyens de pouvoir échanger, de mettre en avant ces pratiques, parfois de les réviser aussi au regard des réactions des autres, mais il y a une culture professionnelle qui a toujours plus ou moins existé, mais qui maintenant s'assoit quand même sur des moyens nouveaux de communication. Et par ailleurs, ce que je me suis toujours efforcée de faire, c'est d'aller dans toutes les formations possibles et imaginables qui pouvaient m'aider à réfléchir, car juger, c'est toujours se poser des questions et se poser les bonnes questions. Et c'est au cours de ces formations, quand même, l'ENM est très riche en formation, et que aussi on rencontre d'autres, on voit d'autres pratiques, on échange sur des cas particuliers, on rencontre aussi d'autres professions, quelques-unes pas assez à mon goût sont interprofessionnelles,
Et donc, on a une capacité quand même à échanger et à pouvoir pousser, disons, quelques avantages quand on croit un peu à ce qu'on fait pour faire bouger les choses. J'allais dire par ailleurs, malheureusement, pourquoi je dis malheureusement, parce que c'est en vertu un peu du pouvoir hiérarchique que par ailleurs j'ai souvent dénoncé quand j'ai été 12 ans présidente d'un tribunal aussi, j'ai impulsé ça. Bon, j'espère que j'ai convaincu certains que c'était pas pour faire plaisir au président, à la présidente et avoir une bonne évaluation à la fin de l'année, mais j'ai été frappée parfois de voir que certains ou certaines finalement avaient été convaincus et mettaient aussi en place des pratiques, singulièrement celle des expulsions locatives, puisque mon souci c'était de faire de la prévention efficace, et une collègue qui a priori au début n'était pas tellement portée vers ce genre de pratique a été convaincue et elle en a été le porte-parole. Donc on a des moyens, si on veut, si on est motivé, si on est mobilisable, de pousser un petit peu plus loin que soi-même ces pratiques. Et enfin, malheureusement, pourquoi je pense que ces pratiques qui prennent du temps de justice ne sont pas du tout dans l'air du temps. L'idéologie managériale a tué la justice, et tout ce qui n'est pas efficacité immédiate, tout ce qui n'est pas bref délai, n'est pas bien jugé, bien apprécié par les sentences d'en haut, qui sont des sentences non dites, mais qui sont quand même importantes, puisque c'est quand même le pouvoir exécutif, de fait, qui accorde les finances. Il n'y a même pas, comme pour la justice administrative, il n'y a même pas l'équivalent du Conseil d'État qui quand même met son nez dans le budget. La Cour de cassation n'a pas son mot à dire, le Conseil supérieur de magistrature n'a pas son mot à dire, contrairement à la plupart des conseils de justice en Europe. Et on a les statistiques aussi vis-à-vis de la CPEJ, il faut donner l'impression qu'on raccourcit les délais. Je pense à certaines affaires que j'ai conciliées, quelquefois il m'a fallu 1 an. Alors c'est très mauvais pour les statistiques, mais les gens sortent, ils se serrent la main alors qu'avant ils se regardaient en chien de faïence. Il n'y a pas de motivation non plus dans une conciliation, on constate un accord, mais donc ça ne va pas apparaître dans la Gazette du Palais, pas faire l'objet d'un beau commentaire élogieux, mais donc, cette idéologie-là fait que on n'encourage pas les collègues, et que il faut faire de la résistance par certains côtés pour avoir ce type de pratique. Voilà ce que je peux dire. Je vois avec plaisir, puisqu'il m'est arrivé assez récemment encore, de rencontrer des auditeurs de justice ou des jeunes magistrats, qu'ils ont des envies dans ce sens. Mais souvent, on leur a coupé les ailes sur place quand ils ont fait leur stage juridictionnel, ou même à l'école qui est pris elle aussi, même si elle a des côtés très positifs dans ses enseignements.